j'ai parlé un peu de cette question des micro-aventures. Toi, sur le PNR, il y a cette volonté de développer des sortes de bivouacs aménagés. Ça te fait réagir un peu, cette tendance de fond? C'est fait aussi dans ce sens-là, ou derrière, tu sens qu'il y a un engouement autour de ça, ou que les gens veulent justement, cette reconnexion à la nature, elle est liée justement à ça? Explique-nous un peu c'est quoi ce projet de bivouac aménagé, parce qu'on sait que c'est compliqué souvent dans des parcs, déjà de faire un bivouac, parce que il y a aussi, tout le monde n'est pas forcément d'accord de pouvoir dire bah, on va aménager des choses, mais ça veut dire qu'il y a plein de touristes qui vont venir, ça va être un impact environnemental fort. Comment ça se gère de pouvoir développer ça sur un projet touristique dans un parc où il y a aussi des gens qui sont plus pro-préservation que pro-développement? Ok. Moi, m'entend. Bonjour à tous. Donc, je me présente quand même, Gilles Desclés, donc chargé de mission de tourisme durable dans le parc naturel régional de Millevaches. Donc, à Millevaches, on est assez loin de la gestion, de la problématique de gestion des flux touristiques, contrairement à ce qu'on peut connaître ici sur Biganos, Tèche ou la dune du Pilat. T'aimerais l'avoir ou pas? Alors, peut-être pas à ce niveau-là, puisque j'ai bien compris qu'il y avait une vraie problématique de gestion des flux. Nous, on est dans une vraie problématique de développement des flux. Je vous incite donc à partir du printemps prochain à venir nous voir évidemment et nous rencontrer. Puisque, bon, j'ai pas de chiffre en tête de la fréquentation du parc de Millevaches, mais globalement, hein, c'est quand même, bon, c'est la région Limousin, c'est la partie montagneuse donc, du Limousin, entre 500 et 1000 mètres d'altitude, et donc c'est un territoire qui est assez peu fréquenté avec, la zone la plus fréquentée c'est le lac de Vassilières, certains d'entre vous connaissent peut-être, à 1000 hectares, donc, qui est un spot, mais qui est loin de connaître des afflux de touristes et de camping-caristes. Voilà, donc le projet a été initié en fait, et c'est ce qui le rend atypique, par la contribution d'un bureau d'accompagnateur en moyenne montagne pour l'élaboration de la nouvelle charte du parc, puisque le parc là, est en train d'élaborer sa charte à 15 ans. Et donc on a la chance d'avoir sur ce territoire de moyenne montagne des accompagnateurs structurés en bureau syndical depuis quelques années et qui ont apporté cette contribution pour inciter effectivement une nouvelle population à fréquenter le territoire, notamment les jeunes. Donc le parc de Millevaches fait partie du réseau des parcs naturels du Massif central. On vient de produire une étude sur les prospectives en matière d'itinérance à 15 ou 20 ans, une nouvelle pratique dans les parcs du Massif central. Et le bivouac, effectivement, apparaît comme une bonne façon de ramener notamment les jeunes, un segment 15-30 ans, vers une pratique, une immersion en nature. Donc tu évoquais, Guillaume, la reconnexion, effectivement, l'expérientiel. Et ça, nos accompagnateurs en moyenne montagne, qui ont l'habitude d'ailleurs d'accompagner des groupes plutôt d'anciens cafistes, puisqu'on parlait de cafistes tout à l'heure, donc des gens plutôt âgés de 50 à 70 ans, ils pensaient que le pendant pouvait être de reconnecter une nouvelle population donc, à la nature à travers la création de bivouacs. Alors on est sur un projet atypique, avec par contre des bivouacs services plus, puisqu'on est parti sur des bivouacs qui offrent un certain nombre de services. Alors ce projet n'est pas encore sorti, on vient de lancer une étude de préfiguration avec la capacité d'accueillir une vingtaine de randonneurs. Sur un bivouac, une vingtaine de randonneurs, cyclistes, cavaliers ou vététistes. 20 randonneurs, mais avec la possibilité de dormir également à l'abri pour une dizaine d'entre eux. Donc avec des bivouacs qui permettent, c'est ce qu'on voit dans certains parcs nationaux, donc ces projets sont un peu inspirés de ce qu'on trouve dans certains parcs nationaux en Europe, en Pologne ou au Canada par exemple, donc c'est aussi un retour d'expérience de la part des accompagnateurs, et nous après des débats, plusieurs réunions sur des groupes de travail précis, on a abouti, au départ on a abouti à des gîtes d'étape, si on écoute effectivement les offices, les communautés de communes qu'on avait associées, on était sur des gîtes d'étape, évidemment on a recalibré ça pour partir vers de vrais bivouacs, mais qui offrent des services, la possibilité de se restaurer, la possibilité de faire évidemment un barbecue, d'avoir des toilettes sèches, un point d'eau froide, pas d'eau chaude. Mais on a insisté, donc tu parlais de connexion de digital, on demande au cabinet, parce qu'on a lancé une étude, donc on a 63 dossiers de candidature qui nous sont revenus, c'est une étude qui est portée par le réseau des parcs naturels du Massif central et Millevaches, dans une logique d'expérimentation à l'échelle du Massif central. On n'oublie pas la question de la connexion, donc la possibilité de recharger les vélos électriques, la possibilité même de fournir
une accessibilité aux personnes handicapées sur ces aires de bivouac, puisque ces aires de bivouac aussi seront pensées pour éventuellement les habitants, les centres de loisirs, les groupes de jeunes qui pourront venir y passer une nuit dans une logique d'immersion des découvertes de la nature. Voilà un petit peu le projet. Qualifié. Clairement qualifié. On n'est pas rentré dans les problématiques d'ailleurs de gestion juridique et autres, la question de l'urbanisme, on n'en est pas là. En fait, on en est aujourd'hui donc à la définition d'un sentier, d'un circuit d'ailleurs 100% bivouac, de 2 à 5 bivouacs pour proposer une offre et une gamme complète de séjours. Puis maintenant, on travaille effectivement la question de la future gestion, de la commercialisation de cette offre. Sache qu'en 2015, moi j'ai travaillé avec Mathias Feckel, ex-secrétaire d'État au tourisme, sur la question du pôle d'excellence en écotourisme au niveau national. Une feuille de route pour justement montrer quels sont les points à améliorer pour que la France devienne une destination de référence en termes de slow tourisme, tout ce qui est itinérance douce, etc. Et la question juridique des hébergements un peu légers comme ça a été mise sur la table pour se dire comment on peut faire évoluer en fait le juridique pour que ce soit plus facile au final pour pouvoir mettre en place des projets, parce que souvent sur des itinéraires, sur des itinérances de plusieurs jours, on a des problèmes de rupture de charge en termes d'infrastructures touristiques, d'accueil, et c'est là où il faut trouver des solutions. Et pour moi, en tant qu'aussi pratiquant sur l'itinérance, on a un vrai besoin là-dessus de ne pas vouloir se trimballer avec tout le matos, et aussi surtout d'avoir des petits points de qualité, au moins l'eau, l'électricité c'est déjà là, quoi. Mais au moins certains trucs un peu simples. Je reviendrai sur certaines questions. Pour revenir un peu sur la question de l'hébergement, ou en tout cas la nuitée, de venir avec Cap Cabane, donc Philippe, de savoir, on est là sur quelque chose qui est différent, parce qu'on est sur un site avec de l'hébergement atypique, on va dire. Et c'est vrai qu'on en discutait un peu en avant, en aparté. Il y a quand même cette volonté d'intégrer aussi ce côté un peu intégration paysagère et frugalité aussi dans la conception et aussi dans la philosophie à amener aux visiteurs. Déjà, tu peux représenter bien sûr Cap Cabane pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Oui, donc à Cap Cabane, nous sommes des cabanes construites en terre maritime à Capsieux, en Sud-Gironde. L'idée forte au départ était l'écologie et la simplicité, effectivement. C'est faire rendre compte aux voyageurs ou aux touristes la chance qu'on a d'avoir l'eau potable à portée de mer. Donc on parlait de l'essentiel, l'idée là. Je pense qu'on se perd peut-être un petit peu dans une société de surconsommation, et cette surconsommation va nous amener à perdre l'essentiel. Donc c'était cette idée de je vous amène l'eau, donc de l'eau froide dans les cabanes. Après on a partagé les douches, on est sur des douches individualisées par cabane, mais sur un bloc sanitaire commun avec un chauffe-eau solaire, avec des économiseurs d'eau, avec un système de phytoépuration, c'est-à-dire de nettoyage des eaux par les plantes après. Mais c'est cette idée oui, de simplicité, de frugalité qui nous a menés dans la création de Cap Cabane. Ça a été compliqué, nous avons été beaucoup aidés par les institutionnels, tant le département que le parc, que la mairie, que la région, etc. Puisque nous étions quasiment dans l'illégalité au départ. Étant un camping, les économiseurs d'eau des douches n'étaient pas réglementaires. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Les toilettes sèches n'étaient pas réglementaires. La piscine naturelle n'existait pas. Donc il a fallu toute la force de ces institutionnels pour nous donner un champ, un petit trou pour arriver à créer ce projet. Et aujourd'hui, ces envies d'hier sont notre force d'aujourd'hui. Nous sommes en bordure d'une zone Natura 2000 avec un ruisseau. On a eu l'opportunité de nous positionner là par rapport au premier projet. Nous avons reculé un petit peu de cette zone Natura 2000, de ce bord de rivière que nous souhaitions exploiter, puisque c'était quand même se lever sur le balcon de sa cabane et avoir ce ruisseau qui coulait au bord, c'était quand même assez sympa pour le petit déjeuner du matin. Béatrice Reynaud du parc nous a conseillé de nous reculer d'un tout petit peu de quelques mètres. C'est ce que l'on a fait.
Et aujourd'hui, ce conseil est porteur, puisque cette zone naturelle en bord de rivière est notre outil de découverte pour les enfants, de balade, de ressourcement pour tous les touristes. Donc les contraintes d'hier sont aujourd'hui notre force sur la simplicité, sur l'expérience. On peut aujourd'hui trouver une faune, une flore intéressante sur toute cette zone qui amène notre différenciation d'aujourd'hui. Je reviendrai après sur une question, mais j'en profite que tu parles d'observation pour forcément rebondir sur la LPO avec Mathieu, LPO Aquitaine. Toi, sur la LPO, acteur traditionnel, historique sur la préservation des oiseaux, comment vous gérez justement cette question de l'observation, de la médiation, justement, pour amener les publics à découvrir en fait ces animaux? Nous, on a dormi là, cette nuit au parc Ornitho, ici au Tech, en se levant, en voyant tous les oiseaux et tout, c'était quand même un truc très expérientiel. Comment vous faites juste pour continuer à amener ça, à amener le public à s'intéresser à ça? On disait justement qu'au niveau culturel, nous en France, on est peut-être un peu moins intéressés par ces sujets-là que des Anglais qui sont un peu falades d'aller faire de l'observation. Comment tu le vois, cette vision-là? Voilà, c'est un vaste sujet. C'est vrai que tout ce qui va être animation, médiation, il y a énormément de sujets. On est plusieurs à la LPO d'ailleurs à travailler là-dessus, parce qu'une seule personne ne suffit pas. Mais il est clair que la biodiversité, l'observation, la découverte, c'est au-delà pour nous d'un intérêt de préservation, c'est aussi un moyen de développer une économie localement. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour conserver cette biodiversité, continuer à pouvoir l'observer, et que ça ne soit pas bloquant pour le développement local. Donc là, en l'occurrence, on a un oiseau très emblématique sur le territoire, alors pour le coup qu'on ne va pas voir sur la réserve du Tech, mais qu'on va aller devoir chercher plus loin dans les terres. Et il a été dit ce matin, le plateau landais, c'est un territoire, les Landes de Gascogne, c'est un territoire qui se mérite. Et il est vrai qu'aller voir la grue, ça se mérite. C'est un oiseau qui a une histoire très ancienne avec le plateau landais. Voilà. Qu'on voit d'ailleurs dans le milieu dans lequel on peut l'observer. Alors la grue cendrée, il fut un temps où c'était un oiseau qui nichait sur le territoire, qui a ensuite disparu avec les modifications du paysage, et qui est revenu avec la modification des pratiques, et notamment l'arrivée du maïs sur le territoire. Donc aujourd'hui, c'est un oiseau qu'on ne voit qu'en hiver, et à partir de octobre-novembre, quand on voit ces grands vols passer en migration, l'essentiel part en Espagne, mais une partie, à peu près 40 000 individus, vont rester ici sur ce territoire des Landes de Gascogne. Donc là, en ce moment, les premières sont arrivées, les premiers comptages ont été faits. Alors on pourra en reparler, il y a des problématiques, on a parlé de réchauffement climatique aussi, je ne sais pas si on en reparlera. Mais voilà, cet oiseau, il est là, il est présent. On le sait assez peu, et c'est vrai que, comme ça a été dit encore une fois ce matin, quand on vient visiter la Gironde, ça va être beaucoup Bordeaux, bassin d'Arcachon, etc. Pour les Landes, c'est beaucoup le littoral aussi. Mais on a ce petit symbole sur le territoire du plateau landais, à une saison en plus où le tourisme est quand même un petit peu au ralenti. Donc, développer quelque chose autour de l'observation d'un oiseau comme la grue cendrée, ça va permettre justement d'aller dans le sens de la désaisonnalité du tourisme. Si on arrive à faire ça correctement, ça veut dire qu'on va pouvoir faire reposer aussi une économie locale autour du tourisme sur une ressource naturelle. Donc après, comment faire pour que cela n'aille pas impacter la présence de la grue sur le territoire? Globalement, plus un oiseau est grand, plus il va être farouche, et plus les distances de fuite vont être importantes. Donc comment on fait pour aller observer cet oiseau sans le déranger? Il faut bien considérer qu'il va passer l'hiver ici et remonter dans les marais scandinaves, grosso modo, pour aller se reproduire, et que l'hiver va servir pour lui à s'alimenter, à restaurer les ressources qu'il a déjà perdues au cours de sa migration, pour garantir le retour sur ces terres de reproduction et arriver en bonne santé. Donc un oiseau qui va être dérangé pendant l'hiver, parce qu'on n'y prend pas garde, parce qu'on va l'observer sans faire attention, on va le déranger régulièrement, et on va mettre en péril sa survie, ou du moins son succès de reproduction la saison suivante. Donc l'idée, c'était, sur un projet qu'on a mené donc, à la demande du parc naturel, d'identifier un réseau de sites sur le territoire des Landes de Gascogne qui permettent d'observer les grues, donc en tenant compte des capacités d'accueil du public, du non-dérangement des grues cendrées,
et de garantir quand même, pour justement qu'il y ait ce côté émotion, de ne pas décevoir, garantir l'observation. Donc ça a été une grande question, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui existent déjà en fait sur l'observation de la grue cendrée. Il y a tout un réseau d'acteurs qui proposent beaucoup de choses très diverses sur la découverte de l'oiseau, mais on sait qu'à côté de ça, il y a une grande part du tourisme autour de la grue qui se fait en solo. Les gens partent sur le territoire, vont découvrir, vont observer, mais sans forcément bien prendre en considération les problématiques leur comportement peut influencer derrière, si c'est mal fait. Voilà, tout à fait. Et puis il y a aussi un risque important de déception de ce public, puisqu'on va aller les voir, c'est sur les champs de maïs. Donc c'est vrai que quand on quitte le territoire de l'Aquitaine, grue cendrée, on pense tout de suite au lac du Der en Champagne, où on a aussi une diversité aviphonistique très importante qu'on a moins ici. Mais du coup, il faut aussi montrer aux gens qu'on peut venir voir la grue ici. Et donc quand on va sur les champs de maïs, à part la grue, il n'y a pas forcément grand-chose. Des fois les grues sont loin, des fois il n'y en a pas beaucoup. Donc les gens qui ont entendu parler de ce territoire pour la grue cendrée, qui viennent seuls, peuvent être déçus. Et donc c'est à nous aussi de leur montrer qu'il y a des moyens de faire, des moyens d'être accompagnés. Et du coup, en étant accompagnés aussi, d'avoir toute une histoire sur la grue cendrée, son écologie, etc. Il y a beaucoup de choses vraiment passionnantes sur cet oiseau-là. Et pourquoi tu es allé si loin dans l'engagement fort, surtout environnemental, justement? Tu as une mission? Parce que c'est notre avenir. On parle aujourd'hui beaucoup de CO2, on parlait des transports tout à l'heure. Oui, la simplicité, la sobriété, c'est ce que je voulais amener. Aujourd'hui, mettre des ampoules économie d'énergie, mais arriver un avion, c'est paradoxal. Parce que l'avion, aujourd'hui, c'est 90% des émissions de CO2. Dans le tourisme. Oui. Il faut arrêter. Et oui, dans le tourisme, c'est 90% le transport représente 90% en fait, des gaz à effet de serre, des émissions. Et le tourisme représente environ 5% des gaz à effet de serre au niveau global. Et l'idée, c'était d'amener une écologie un peu plus funky. J'allais en Biocop, etc. Je trouvais que c'était assez gris, parfois, on va dire. Là, c'était l'idée que la simplicité peut être sexy ou funky, et que ça peut être marrant, qu'on peut passer des vacances plus agréables en étant conscient de ce que l'on consommait. Donc, je ne vais pas, moi, aller proposer des jacuzzi, des clim, etc. Mais plus de l'expérience pour les enfants, pour les adultes. Aujourd'hui, quand on mange 1 kilo de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau. Donc, de la maltraitance animale, de la maltraitance de paysans. Aujourd'hui, on sait que les paysans n'arrivent plus à vivre de ce qu'ils font. Donc c'était plus inciter et donner des exemples de menus végétariens de temps en temps, c'est-à-dire ne plus manger de la viande forcément à tous les repas. Et quand on va manger de la viande, c'est avoir de la viande de qualité. Nous, on a le bœuf de Bazas. On travaille par exemple sur notre boucher local qui fait élever ses bêtes par des travailleurs handicapés au sein de l'ESAT, qui est à Captieux. Donc on est un extra local sur des travailleurs handicapés, sur une race reconnue. Donc l'idée, c'était ce que je disais tout à l'heure, sauvegarder l'essentiel, donc montrer que cet essentiel est plus humain et qu'on peut préserver nos liens sociaux, nos collaborations, nos coopérations, plutôt que de s'enfermer dans l'individualité luxueuse. Est-ce que ton hébergement, au final, est-ce que t'es certifié sur quelque chose? Écolabel européen, Clever? Oui, je suis un écolabel européen. Ok. T'en as vu un intérêt par rapport en fait à la démarche, d'accompagnement? Enfin, aujourd'hui, tu t'en vois. Il y a certaines critiques aujourd'hui sur les labels, sur les certifications, que ce soit Clever, Écolabel européen, comme dire, au bout quand t'es labellisé depuis 4 ans, tu te dis bon. Ça sert à quoi aujourd'hui maintenant le renouvellement, je le paye, mais au final, ça ne m'apporte pas forcément plus de clients. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Nous, c'était valider une démarche, c'était amener un côté différenciant, parce qu'il y a quand même beaucoup de greenwashing aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, dans le rôle des grands groupes, par exemple, on ne peut pas se cantonner à de petites structures autour de l'écologie et de la simplicité. Il faut que les grands groupes aussi s'y mettent. Certains grands groupes aujourd'hui se mettent à proposer certaines choses intéressantes.
des carbones, etc. Mais de notre côté, ils sont porteurs de modèles. Et quand aujourd'hui, je prends cet exemple, qui est la capsule Nespresso, où on vous la fait en équitable ou en bio, mais on équipe toutes les chambres de la machine, qui, pour sa fabrication, a demandé énormément de CO2, qui, pour son fonctionnement, demande énormément d'énergie, qui, eux, sont destructeurs, mais on ne le voit pas, ce sont des externalités, voire des externalités chinoises ou autres, et puis on se rassure un petit peu avec sa capsule. La capsule bio, c'est intéressant, peut-être et eux donnent le modèle. Le modèle de société de demain, moi je vois arriver aujourd'hui des personnes avec leur cafetière Nespresso pour aller en vacances. Alors que tu pourrais... la frugalité montre justement que simplement le côté cafetière italienne, poussoir, machin, simple, ça fonctionne très bien et oui, t'as pas d'expresso, mais c'est un peu la vision, c'est cette frugalité qu'on disait au départ, on peut l'amener aussi, de revenir parfois en fait à une bonne intelligence au final, qui n'est pas forcément... Parce que moi j'étais à Paris dernièrement, il y avait une rencontre, le sommet en fait, qui s'appelle Change Now, donc changer maintenant, sur des startups en fait qui veulent changer le monde, organisé à Station F, qui est le plus grand incubateur du monde de start-up, et tout le monde disait la techno va nous sauver, quoi. La technologie, les start-up vont nous sauver, etc. Et tu voyais des trucs complètement ahurissants, et on n'était pas sur la question de low-tech, technologie basse ou innovation frugale et tout ça, on était vraiment sur la vision. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut se poser un peu des questions par rapport à tout ça, au final, il faudra peut-être revenir tout simplement à la base des réflexions. À la base, après garder les acquis, on a quand même une expérience. Donc nous aujourd'hui, Caféban, oui, c'est sur la simplicité, mais on a de l'électricité en domotique. La domotique, c'est un système avec des télécommandes, etc. Ce qui me permet de n'allumer que les cabanes où j'ai des personnes à l'intérieur, sur les lumières de sécurité. Ça permet d'avoir un fonctionnement programmé pour éteindre les lumières. Les cabanes ne sont pas équipées en sont équipés en électricité, mais pas en prise de 120 volts. Parce qu'aujourd'hui, quand on a une prise, on y branche tout ce qu'on a sous la main. Le choix a été fait d'un électricité pour son utilité, c'est-à-dire de la lumière. Donc, il y a des lumières, il va y avoir une prise USB 12 volts pour recharger son téléphone, mais une seule, deux en l'occurrence, mais éviter que tout le monde se jette sur cette prise-là et se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir de l'électricité aussi à la maison. Ça, on le voit quand on fait des bivouacs un peu. Oui. On se dit, de l'eau chaude, de l'électricité, c'est génial. Par expérience, on accueille aussi des séminaires d'entreprise sur une thématique qui est la survie en pleine nature. La première question qu'ils ont quand ils arrivent, c'est quel est le code Wi-Fi? Ah oui, ça ils ne sont pas encore très prêts pour le survivalisme. Ils vont faire leur expérience, leur formation de cabane en fougère, d'aller manger des criquets, de faire du feu, etc. Quand ils reviennent, c'est est-ce qu'il y a de l'eau? C'est-à-dire qu'en une journée où quand ils passent la nuit dehors, ils ont changé les priorités. Ils ont changé complètement leurs priorités. Gilles, moi la dernière question avant de donner le micro au public, c'est la question des conflits d'usage. On sait que c'est compliqué en zone parc entre les pratiquants, les habitants, les chasseurs, les agriculteurs. Quand tu décides de monter un projet touristique où tu vas amener du monde à certains endroits, est-ce que ça ne crée pas des réactions un petit peu fortes de certains en disant non? J'ai encore vu dernièrement sur les chasseurs, on a entendu beaucoup d'histoires ces derniers temps par rapport à des événements, et j'ai même vu que certaines zones, pas forcément en départ, mais ils ont décidé de, en gros, fermer une forêt le dimanche aux habitants et aux utilisateurs pour que ce soit préservé pour des chasseurs. C'est quoi ta vision là-dessus? Il y a eu des soucis pour l'instant, ou pour l'instant ça se gère bien? Sur le projet d'IWAC, en fait, pour l'instant, on n'a pas... sur les groupes de travail qui conduisent ce projet-là, on n'a pas été confronté, on n'a pas associé les chasseurs, les pêcheurs. Enfin, si on n'associe pas, voilà, il existe des conflits d'usage chez nous. On a parlé un petit peu hier soir d'ailleurs en aparté. On se rend compte d'ailleurs qu'on a parlé de beaucoup de choses, à la fois au petit déjeuner et puis hier soir. On a quand même beaucoup anticipé. Il existe de vrais conflits d'usage chez nous pour l'observation de la nature. Donc on en a parlé. Nous, on a une pratique de chasse très développée qui pose des soucis pour les observateurs nature, et notamment, on a un spécialiste de l'observation de la loutre,
et plus largement du tourisme photographique, qui rencontrent de vraies problématiques et des conflits d'usage avec des chasseurs. Sur le projet bivouac, on n'en est pas à ce stade-là. Ça viendra dans un second temps. On est aujourd'hui sur la recherche du foncier, des maîtrises d'ouvrage potentielles et du portage de ces aires de bivouac. Je voulais simplement rebondir pour finir, pour expliquer un petit peu la dimension originale aussi du projet bivouac. Il a utilisé le terme de funky, je trouve ça sympa. Nous, on travaille une dimension artistique sur ce projet-là. Ça date il y a 2-3 ans, on avait organisé un colloque, d'ailleurs auquel le Parc des Landes avait participé à travers la forêt d'art contemporain. On a un tissu, nous, de prestataires et de musées d'art contemporain très très connus, avec un centre international d'art et du paysage. Et on souhaite donner une dimension plutôt artistique, très sensible à nos aires de bivouac. On évoquait aussi ce matin les projets de refuge d'art, par exemple, ou du vent des forêts, enfin des projets assez remarquables en France, ou même on évoque souvent les projets que vous connaissez bien ici, autour de Bordeaux, je crois, les bivouacs urbains et autres. On est dans cette logique-là, c'est-à-dire que on cherche à cultiver le fait que l'aire de bivouac elle-même sera une source d'attractivité, au-delà de la possibilité de sillonner sur le territoire de parc, pour permettre une immersion très nature, mais le bivouac lui-même doit devenir un centre d'intérêt, comme ça peut l'être autour de Goldworthy par exemple, même si on n'est pas sur ces dimensions évidemment, puisqu'on n'a pas ces budgets-là, voilà. Non mais c'est vrai que c'est une vidéo que j'ai fait sur IDTalk, sur mon YouTube il y a 2 semaines, où je parlais justement de l'art contemporain comme outil d'attractivité des destinations rurales, et je parlais justement de refuges d'art, etc. Et c'est vrai que c'était intéressant quand j'ai creusé le sujet, et après je l'ai mis un peu sur mes réseaux sociaux, et c'est vrai que Sébastien avait réagi pas mal en disant attends, il y a ça qui existe aussi chez nous. Et c'est vrai que je voyais en fait qu'il y avait plein d'initiatives, et c'est vrai que c'est des vraies sources d'attractivité, de structuration, et d'état d'esprit derrière, d'essayer d'amener autre chose. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment intéressant. Et moi, en tant que pratiquant itinérant, quand j'ai vu le refuge d'art, je me suis dit, je vais le tester très prochainement, parce que je trouve ça chouette, quoi. Pour finir, on a intégré effectivement dans les cahiers des charges de l'étude une dimension sensible autour notamment de la valorisation du ciel étoilé. Donc voilà, on va faire bosser des architectes, des paysagistes, donc des équipes pluridisciplinaires, et les aires de bivouac doivent permettre de cultiver effectivement une rencontre, une découverte du ciel étoilé, et puis de donner une dimension très artistique. Le territoire de l'Île-Vache inspire plutôt les artistes en lien homme-nature et paysage depuis très très longtemps. Le Centre d'art de la Civière existe depuis les années 70, et on a aussi le territoire de Buisson-Felten. On a une vraie culture et un vrai lien entre le paysage et la culture et la création contemporaine, et on l'amène sur nos aires de bivouac. Quand tu vois toutes les photos de voies lactées que tu retrouves sur internet, toi tu dois savoir, Seb, de gens qui vont mettre leur trépied pour aller prendre les photos étoilées ou faire des timelapses et tout extraordinaire. Enfin ça circule sur internet, c'est assez fou. Il y a un vrai potentiel, quoi.